20 mars 1590. Le roi Jacques Stuart, aussi connu sous le nom de Jacques VI et Ier, arpente les jardins du somptueux palais Uraniborg. À ses côtés marche une force de la nature, un homme imposant tant par sa taille que par son embonpoint. Ses joues cramoisies sont encadrées par une barbe blonde fraîchement taillée, assortie d'une paire de longues moustaches qui pointent vers ses épaules. Ses deux yeux bleus s'agitent entre un front barré d'une cicatrice et un nez qui ne semble manifestement pas fait d'un seul morceau. Rien ne laisserait deviner que Tycho Brahe est l'un des plus grands astronomes de son temps. Et pourtant, Uraniborg est loin d'être un simple palais. C'est le plus grand observatoire d'Europe. Tycho Brahe naît le 14 décembre 1546 au château de Knudstorp, alors rattaché au royaume du Danemark. Il est le descendant de plusieurs familles nobles parmi les plus influentes du pays. Son père, Otto Brahe, est lui-même conseiller du roi, tandis que sa mère, Beate Bille, tient le rôle de dame de compagnie à la reine et est titulaire de plusieurs fiefs. Il est le plus âgé d'une fratrie de 12 enfants, dont un jumeau qui périra avant de pouvoir être baptisé, mais il ne grandira pas aux côtés de ses frères et sœurs. À l'âge de 2 ans, ses parents l'envoient chez son oncle Jan Thyssen Brahe et sa femme Inger Oxe, tous deux sans enfants et qui prennent à cœur de l'élever comme le leur. Après 6 ans d'éducation à l'école latine, le jeune garçon rejoint l'université à l'âge de 12 ans pour y étudier la loi selon les vœux de son oncle. Mais c'est l'astronomie qui éveillera finalement sa passion. Un an plus tard, en 1560, une éclipse de soleil obscurcit partiellement le ciel au-dessus de sa tête, et ce qui éblouit Tycho plus que le phénomène lui-même, c'est le fait que celui-ci ait pu être prédit avec seulement 1 jour d'erreur. Il est convaincu qu'avec une analyse du ciel suffisamment fine, il lui sera possible de prédire les prochaines éclipses avec plus de précision encore. Il achète plusieurs livres d'astronomie ainsi qu'un calendrier céleste au plus grand désarroi de son oncle. Persistant dans son ambition de faire de lui un fonctionnaire d'État, ce dernier l'envoie réaliser un tour d'Europe en lui assignant un mentor qui saura le garder dans le droit chemin. Il faudra pourtant peu de temps à Tycho pour convaincre Anders Sørensen Vedel, de 4 ans son aîné, de le laisser poursuivre son étude des cieux. Une amitié profonde se lie entre les deux jeunes hommes et en 1552, Brahe s'inscrit à l'université de Leipzig pour y obtenir son diplôme de droit. Il passe l'examen de justesse au terme de 3 ans durant lesquels il préfère consacrer son temps à l'observation des étoiles et à la révision des tables coperniciennes et ptolémaïques dans lesquelles il a relevé des erreurs. Après la mort de son oncle, le jeune astronome en herbe se lance dans un nouveau cursus en alchimie médicale et botanique à l'université de Rostock. Il s'éprend également pour les mathématiques qui lui coûteront un morceau de son nez. En effet, un soir de décembre 1566, Tycho et son cousin éloigné Manderup Parsberg se retrouvent chez le professeur Backmeister pour y célébrer des fiançailles. La bière coule à flot ce soir-là, et les jeunes hommes se mettent à se quereller afin de savoir qui d'eux est le meilleur mathématicien. Lorsqu'une seconde dispute menace d'éclater 2 semaines plus tard lors d'une nouvelle fête, les 2 étudiants n'y tiennent plus et décident que seul un duel saura résoudre la question une bonne fois pour toutes. Parsberg en sort en quelque sorte vainqueur après avoir copieusement découpé le nez de son rival et laissé une vilaine entaille sur son front. Les 2 personnages finiront par devenir amis, mais Tycho sera contraint de porter une prothèse nasale pour le reste de ses jours. Si les légendes urbaines se plaisent à affirmer que celui-ci portait un nez en or au milieu de la figure, en réalité, seule l'arête fut entamée, assez profondément tout de même, et fut remplacée par un appendice probablement fait de laiton et peint de la même couleur que le visage de son porteur. Cet accident n'entame en rien le caractère de feu ni l'ambition de Brahe. En cette époque où la science et la magie se mêlent encore allègrement, il continue de s'adonner avec passion à l'astronomie, l'astrologie et l'alchimie, et fait même construire son propre laboratoire/observatoire/verrerie au monastère cistercien d'Erevad. C'est dans ce même monastère que sa réputation d'astronome prend son envol grâce à l'observation d'une supernova dans la constellation de Cassiopée, qui permettra à Tycho de mettre à mal l'idée selon laquelle le monde des étoiles est fixe et immuable. Ces nombreux coups d'éclat attirent l'attention de Frédéric II de Danemark, qui en 1576 alloue une pension annuelle au scientifique danois et lui offre l'île de Hven, afin que celui-ci puisse y faire construire un lieu d'étude digne de ses aspirations les plus folles, aux frais du roi, bien sûr. Ainsi naît Uraniborg, le château d'Uranie, dédié à la muse de l'astronomie. Pièce centrale d'un jardin à la française rempli de plantes médicinales et ceinturé d'une muraille, le palais de briques rouges flanqué de nombreuses tours culmine au point le plus élevé de l'île. Bien que relativement petit, il héberge entre ses murs de riches peintures et des statues, mais également des ateliers de construction, une imprimerie, un moulin à papier, un gigantesque laboratoire d'alchimie équipé de 16 fourneaux et, bien évidemment, un observatoire qui constitue le véritable joyau d'Uraniborg.
Ce dernier est le plus grand d'Europe et devient rapidement un lieu de visite incontournable pour les étudiants et les astronomes. Le seigneur d'Uranie n'est toujours pas satisfait cependant. Le palais est trop petit pour accueillir tous ces instruments et le sol sur lequel il est bâti est trop instable pour garantir la précision de ses mesures. Il fait donc construire l'observatoire de Stjerneborg, le palais des étoiles, à 75 mètres de sa demeure. Durant son temps à Uraniborg, le seigneur Tycho, accompagné d'une trentaine de collaborateurs qui l'assistent dans ses observations, apporte une contribution considérable au domaine de l'astronomie. 20 ans avant l'invention de la lunette astronomique, ils parviennent à établir le catalogue céleste le plus précis de leur époque. 1005 étoiles recensées à l'œil nu avec une précision de l'ordre de la minute d'arc. Tycho étudie également la grande comète de 1577, dont il calcule la taille et la masse, pose des hypothèses quant aux matériaux dont elle est constituée, et note que sa queue apparaît toujours dans la direction opposée au Soleil. Il compile ses observations et ses résultats dans un ouvrage en 2 tomes, dont l'un ne sera jamais terminé de son vivant. Introduction à la nouvelle astronomie. Avec son embonpoint, son caractère sanguin, ses excentricités et son génie, Tycho Brahe marque les esprits des nombreux visiteurs qui partagent sa compagnie et sa table. Si l'on en croit son biographe Pierre Gassendi, le maître des lieux était persuadé que les vieilles dames et les lapins étaient signes de malchance, et s'empressait de rentrer chez lui s'il croisait le chemin de l'un ou de l'autre. Il aurait également eu pour compagnon un nain du nom de Jeppe, capable de prédire l'avenir, et un élan domestique. Tandis que le premier avait apparemment pour habitude de dîner sous la table au pied de Brahe, l'animal, lui, rejoignit un jour la table des convives pour un moment de beuverie qui lui coûta la vie. Trop saoul pour descendre les escaliers après toute la bière qu'il avait ingurgitée, il se brisa la patte et mourut peu de temps après, probablement avec une vilaine gueule de bois. Notons tout de même que Gassendi affirma également que Tycho portait un nez en or, donc ces anecdotes sont à prendre avec des pincettes. Le règne du seigneur Brahe ne sera que de courte durée. La mort subite et inattendue de Frédéric II en 1588 amène la réévaluation de la situation sur l'île de Vênes et le bilan est loin d'être satisfaisant. Brahe règne en dictateur sur les paysans de son petit fief, extorquant la majorité de leurs revenus pour les investir dans le gouffre financier qu'est Uraniborg. Tombé en défaveur à la cour de Christian IV, le fils de son défunt protecteur, il est rapidement poussé à l'exil par ses opposants politiques et religieux. Uraniborg et Stjerneborg sont détruits par les habitants de l'île et les pierres sont récupérées pour construire de nouveaux bâtiments. Tycho se réfugie pendant un temps en Allemagne et obtient finalement grâce auprès de l'empereur du Saint-Empire Rodolphe II, qui l'emploie comme astronome impérial à la cour. Il y passera le reste de ses jours aux côtés de sa femme et de ses enfants, avec pour assistant un certain Johannes Kepler. Ce dernier raconte les circonstances de la mort de son mentor tout aussi exubérantes que le personnage lui-même. Lors d'un dîner chez le baron de Rosenberg, Brahe, fidèle à son caractère, engloutit de grandes quantités d'alcool jusqu'à ce que l'envie d'uriner se fasse pressante. Ne souhaitant néanmoins pas contrevenir à l'étiquette en se levant au beau milieu du repas, il reste assis et se retient bien plus longtemps qu'il n'en a l'habitude. Lorsque le Danois arrive enfin chez lui, il découvre qu'il est incapable d'uriner. Il passe 5 jours dans la souffrance avant de parvenir enfin à se soulager, mais à ce stade-là, il est déjà trop tard. L'esprit génial de Brahe délire et l'homme ne cesse de se retourner dans son lit en marmonnant qu'il ne veut pas que son existence ait été vécue en vain. Il meurt 11 jours après l'incident, à l'âge de 54 ans. La cause exacte de son trépas a fait l'objet de nombreux débats chez les chercheurs, mais tous semblent au moins s'accorder à dire que son mauvais état de santé et son surpoids auraient contribué à son déclin fulgurant. Son héritage technique et théorique font de lui l'un des plus grands astronomes de son temps. Peut-être à cause de sa participation à des pratiques plus ésotériques, il ne figure aujourd'hui que rarement entre les pages des manuels scolaires. Et pourtant, ses apports scientifiques ont été si importants qu'aujourd'hui encore, un astéroïde, un cratère lunaire et un martien portent son nom. Merci d'avoir écouté Chasseurs de Sciences. Au texte et à la narration, Emma Hollen. Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes de diffusion pour nous soutenir et améliorer notre visibilité. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Castbox, Apple Podcasts et bien d'autres pour ne plus manquer un seul épisode. Quant à moi, je vous retrouverai lors d'une future expédition temporelle dans Chasseurs de Sciences. À bientôt.